Le quart d'heure d'actu, une émission du Plumeau. Bonjour à tous et bienvenue dans le quart d'heure d'actu, une émission qui démêle les fils de l'actualité politique. Dans cette émission, nous allons parler de la crise des hôpitaux. Cette crise ne date pas d'hier et couvre depuis au moins 15 ans en réalité. Dès novembre 2016, il y avait déjà une vague blanche de manifestations contre les conditions de travail des personnels hospitaliers. Et plus récemment, la crise des hôpitaux est revenue dans l'actualité et s'est amplifiée. D'abord avec la crise des urgences, à partir de mars 2019, et une grande manifestation le 14 novembre dernier. Enfin, tout récemment, mardi 28 janvier, des centaines de chefs de services d'hôpitaux ont mis à exécution leur décision de démissionner de leurs fonctions administratives pour mettre la pression sur le gouvernement et face à l'inaction de la ministre de la Santé. Alors pour en discuter avec moi et apporter son éclairage, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra. Salut Alexandra. Bonsoir Florian. Alors tu es infirmière en réanimation et tu as travaillé dans plusieurs hôpitaux publics en France. Et du coup pour commencer, je voulais te demander simplement d'écrire ton quotidien, ta journée typique. Donc tout d'abord exactement, je travaille en réanimation et également en salle de réveil. Donc dans un pôle d'anesthésie-réanimation sur lesquels on tourne sur plusieurs services. Donc on travaille en 12 heures, en journée type de jour. Tout d'abord, on prend les transmissions avec le collègue. On a entre 2 et 3 patients par infirmière. Après, on commence nos tours de soins. On s'inquiète auprès des médecins si on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas avec les patients. On s'arrange pour aider un peu les collègues, parce que parfois la charge de travail n'est pas la même d'un infirmier à l'autre. Après, on essaie de se dégager du temps pour aller manger. Et puis, on revient avec les visites, accueillir les familles, gérer les urgences. Et tout ça entre 7h et 19h. Jusqu'à l'arrivée non-stop, jusqu'à l'arrivée du collègue suivant. D'accord. Donc, voilà. Et du coup, est-ce que tu as vu une dégradation des conditions de travail depuis que tu as commencé à travailler ? Alors moi, je suis diplômée depuis 2014, donc ayant travaillé dans plusieurs services, dans des hôpitaux différents. C'est vrai que j'ai vu déjà des organisations différentes et une évolution du travail aussi. Une dégradation, on dira oui. Oui, déjà au niveau du matériel et au niveau du personnel. Au niveau du personnel, pourquoi ? C'est parce qu'en fait, on manque quand même cruellement d'effectifs dans les services, notamment dans celui dans lequel je suis actuellement. Il nous manquait à peu près 12 ou 15 infirmiers et plus de 10 aides-soignants. Oui, c'est parce qu'on dit qu'il y a à peu près 30% des postes médicaux qui sont vacants aujourd'hui. Exactement. En fait, je pense que les gens qui travaillent depuis un certain temps à l'hôpital ont vu leurs conditions de travail se dégrader et donc trouvent des alternatives et quittent les services. Et du coup, les hôpitaux se retrouvent à devoir recruter massivement, la plupart du temps, des nouveaux diplômés qui n'ont malheureusement pas d'expérience vu qu'ils sont en sortie de diplôme. Ils arrivent dans des équipes qui sont déjà essoufflées, fatiguées, pour lesquelles on essaye tant bien que mal de les encadrer et de les former. Et une fois qu'ils sont formés et lâchés, les anciens, comme on dit, s'en vont. D'accord. Et le problème, c'est qu'on n'a pas il y a un certain battement entre le moment où on forme les nouveaux venus et ceux qui s'en vont. Parfois, pendant 3 ou 4 mois, l'année dernière, les collègues n'ont pas pu poser de repos pendant des mois et des mois. D'accord. Donc à venir travailler entre 2 et 5 jours par semaine non-stop pendant 4 mois sans avoir de repos. Et en plus, du coup, il y a une perte aussi des compétences régulièrement avec des gens expérimentés qui partent. Oui, complètement. Et ça s'en ressent au niveau des soins, du coup ? Oui. Parce que l'expérience, déjà, on a un certain raisonnement clinique. Avec l'expérience, on sait qu'effectivement, sur les scopes, on a des chiffres qui sont affichés, mais on a aussi un patient dans un lit. Il faut qu'on ait l'habitude de le regarder et savoir détecter les premiers signes de détresse. Et malheureusement, si on n'est pas là pour inculquer les informations et les bonnes pratiques aux nouveaux venus, c'est pas des choses qui se devinent. Donc devant des personnes qui ont de moins en moins d'expérience et de moins en moins d'encadrement, ils sont laissés un peu seuls devant des patients en difficulté. Et la carrière reste quand même attractive au sens qu'il y a toujours des gens qui arrivent en école d'infirmier, ou parce que tu disais qu'ils n'ont pas le choix en sortie d'école d'infirmier, ils sont quelque part obligés d'aller en hôpital, mais est-ce que du coup il y en a peut-être moins aussi qui vont directement en école d'infirmier Alors je pense que le gros côté positif de la carrière d'infirmière, c'est qu'on peut être, comme on dit, polyvalent, donc on peut vraiment choisir son profil de carrière.
C'est-à-dire qu'on peut très bien sortir d'école et dire voilà, moi je veux faire que de l'hospitalier ou me spécialiser dans telle ou telle filière, ou au contraire, je veux juste faire mon nombre d'heures nécessaires en hôpital pour partir en libéral ou pour passer un concours et être en milieu scolaire. Voilà. Après, quand on est à l'école, effectivement, c'est assez universitaire, surtout maintenant, c'est assez théorique. Dans les livres, c'est toujours plus beau qu'en réalité. Je pense que ça, c'est dans tous les systèmes. Et je vais juste parler de la réanimation parce que c'est où je suis. Effectivement, la réanimation, ça fait rêver parce qu'il y a de l'adrénaline, ça bouge constamment, il y a énormément de pathologies, la médecine évolue tellement, c'est attractif. C'est des équipes jeunes, dynamiques, avec un énorme turnover parce que c'est des services qui roulent énormément. Donc je pense que ça attire toujours. D'accord. Ça attire toujours. Après, les gens viennent et parfois sont un peu déçus, donc c'est pour ça qu'ils partent et trouvent d'autres profils de carrière. Parce que donc finalement, est-ce qu'une des causes de cette dégradation, c'est aussi que les gouvernants se sont dit, de toute façon, c'est un métier qu'ils aiment, donc on peut tirer sur la corde, tout va aller bien, ils vont continuer à faire le travail correctement parce qu'il y a une déontologie, parce qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi, parce qu'il y a des vies en jeu, et donc finalement, on peut se permettre d'abuser complètement au niveau des conditions de travail, ce ne sera pas grave. Alors, les conditions de travail se sont effectivement dégradées par rapport aux nouvelles organisations des hôpitaux et notamment des services. Comme je disais, je travaille en pôle anesthésie-réanimation. À l'hôpital, notamment, dans beaucoup de CHU, on travaille en pôle, c'est-à-dire qu'on va regrouper plusieurs services qui sont de la même spécialité. Par exemple, on va avoir les pôles cancérologie qui vont faire l'hémato, l'onco, la radiothérapie. Le but est de regrouper plusieurs services d'une même spécialité pour avoir le plus de personnel polyvalent et entre guillemets soi-disant formé à pouvoir travailler auprès de tous ces malades de toutes ces spécialités pour avoir le moins à recruter finalement, je pense. Parce que si on fait qu'une infirmière de réanimation ou qu'une infirmière en salle de réveil, ça va demander double formation et double personnel. C'est ça. Donc du coup, ils se cherchent des gens avec 5 casquettes, 10 pattes pour pouvoir faire tout en même temps, quoi. Un peu, oui et non. Oui, dans le sens où on est polyvalent, donc ils savent que s'il y a un arrêt maladie en réanimation, on pourra toujours déplacer quelqu'un ou appeler quelqu'un sur ses congés pour aller travailler en réa ou en salle de réveil parce que la personne est formée. Après, le luxe qu'on a encore en réanimation, c'est qu'on a des normes en termes de personnel, un ratio patient-soignant. Voilà, normalement, en réanimation, on ne peut pas dépasser 3 patients pour une infirmière. D'accord. À savoir que normalement, c'est 2 patients graves avec un patient plutôt léger. Parce que si on a 3 patients graves, c'est sûr qu'on ne pourra pas être au même moment dans la chambre des 3 malades. Donc c'est un peu, nous, la chance qu'on a encore. D'accord. Je dis bien encore. Oui, c'est ça. Parce que autant, par exemple, quand il y a un manque de médecins, souvent, on va recruter des médecins à l'étranger. Est-ce que ça se fait aussi beaucoup dans les métiers d'infirmier ou... Alors, c'est différent, je pense. Je vois quand même beaucoup plus de médecins intérimaires que d'infirmières intérimaires, notamment en réanimation. Ou peut-être que ça se fait dans d'autres services ou d'autres spécialités qui sont, je dirais pas moins pointues parce que je veux pas dénigrer les autres spécialités. Mais c'est vrai qu'en réanimation, on a des savoirs au niveau de certaines drogues, de certaines machines. Donc, je sais pas. Je trouve qu'il y a quand même plus d'intérimaires médecins. Beaucoup moins, pas du tout. Enfin, depuis le début de ma carrière, je n'ai jamais vu d'infirmière intérimaire. D'accord. On a des infirmières de pôle de remplacement, mais qui sont dédiées à l'hôpital public et qui remplacent sur des secteurs précis. Mais on en voit rarement. Okay. On en voit rarement. Et du coup, tu penses quoi de cette décision des centaines de chefs de service d'hôpitaux là, qui ont démissionné de leur fonction administrative? Est-ce que ça va désorganiser un peu les choses? Ou est-ce que ça va continuer en fait, en quoi ça va consister exactement? Alors moi, je trouve que c'est une bonne démarche parce que alors, je travaillais dans un ancien hôpital où effectivement il y avait eu un souci au niveau des urgences et tous les médecins avaient dit ça suffit, si ça continue comme ça, nous aussi on va démissionner parce qu'on peut pas travailler dans de telles conditions. Et là, je vois que ce qui se passe là, ça se concrétise un peu plus. Je trouve que c'est bien parce qu'en plus, j'avais écouté une des médecins qui discutait en conférence et elle disait bien, on nous parle que de rendement. On est noté au séjour.
Avant, notre préoccupation quand on est arrivé, c'était de savoir comment allait le patient. Et maintenant, c'est de savoir combien de malades on va pouvoir se faire sortir aujourd'hui pour pouvoir en faire rentrer. Et ça, c'est vrai que c'est la réalité quotidienne, notamment où, encore une fois, en réa où je travaille, c'est... on a une certaine spécialité de chirurgie où on fait rentrer les malades. Il faut qu'on arrive à les cadrer en 48-72 heures parce qu'on a des autres blocs de prévus derrière. C'est ça. Et il faut que chaque patient ne coûte pas trop cher. Et que ça, alors, il y a une certaine rentabilité, c'est-à-dire que c'est sûr qu'un malade qui va rester longtemps à l'hôpital peut être plus ou moins rentable. Les chirurgies que certains services ont décidé d'accueillir et d'exercer, c'est des chirurgies très très rentables, avec un pôle d'attractivité énorme, du coup qui vont attirer des médecins, des spécialistes, et ça va rapporter de l'argent à l'hôpital. Le patient qui arrive aux urgences parce qu'il a une grippe, il va faire perdre moins d'argent au malade qui va arriver en arrêt cardiaque par contre à l'hôpital, parce que lui il va devoir un scanner, une IRM, une choro, enfin plein d'examens. Donc je pense que l'organisation est, tout le monde le sait, est tournée vraiment sur le financement, sur le budget et sur le rendement. Donc c'est un peu dommage parce que parfois on a l'impression de, je dirais pas perdre en qualité de soins, parce que nous quand même en tant qu'infirmiers, que le malade il reste 10 jours ou 2 jours, ça va rien changer en termes de qualité de soins pour nous, parce que c'est pas nous qui touchons l'argent. Je pense que les médecins qui ont décidé de démissionner aussi, c'est parce qu'ils ont un ras-le-bol, notamment au niveau administratif, parce qu'ils perdent un temps incroyable pour tout ce qui est ils doivent coter tous les soins pour chaque malade. Au bout de 24 heures, parfois ils doivent faire des feuilles, des J+1 et de rajouter tel soin. C'est-à-dire qu'ils ont cette pression. S'ils oublient par exemple de marquer qu'il y a eu une transfusion ou une chimio, mais ça va faire perdre de l'argent mais monstrueux à l'hôpital. Donc voilà, je pense que c'est ce côté de pression administrative. Quand on est infirmier ou médecin, on n'est pas là pour être secrétaire ou comptable en fait. Ça j'imagine bien. Voilà. Après, je pense que c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est le quotidien. Quand on est chez nous, on évite de gaspiller, on évite de laisser le robinet ouvert ou de jeter les paquets d'alimentation aux 3/4 pleins. À l'hôpital, c'est pareil, on ne va pas ouvrir 3000 compresses, 4000 médicaments, mais il ne faut pas que ça empiète sur la qualité de soins et que ça devienne la priorité, quoi. Et justement, est-ce que les annonces du gouvernement ont été bien accueillies ? Est-ce que tu penses que le gouvernement a commencé à sortir un peu de cette logique comptable, ou est-ce qu'on est toujours un peu dans les mêmes réflexes en disant on va juste leur donner un peu d'argent pour qu'ils se calment et puis ça ira mieux après? Je pense pas qu'on sorte totalement de la logique de budget, c'est totalement impossible vu la crise financière des hôpitaux. On le voit encore avec des fusions de services, des fusions de centres hospitaliers. On n'est pas du tout sorti là-dedans. Alors la ministre de la Santé avait parlé d'une prime de pénibilité pour les personnels soignants. Bon, c'est 800 € l'année, en gros ça fait 60 € par mois. Bon, c'est pas... Une fois de plus, c'est vrai qu'on demande une reconnaissance financière, parce que comme il disait, notamment sur l'Île-de-France, le paramédical est quand même pas très bien payé, à moins de 2000 € pour la plupart par mois, avec une pénibilité de travail quand même qui est importante. Alors que tu es à Bac+. Voilà, et qui joue énormément sur le quotidien. Après, nous, en premier, c'était pas une reconnaissance financière, en fait, qu'on voulait. C'était vraiment une reconnaissance de ce qui est vraiment notre travail en termes de responsabilité et de pénibilité, autant morale que physique, et de nous mettre les moyens humains en place. C'était surtout ça, notre première demande. Mais bon, les moyens humains, ça coûte cher. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup d'argent pour l'hôpital. D'accord. Donc, dans un avenir proche, tu penses que le mouvement va continuer, que le mal-être va rester, ou est-ce qu'il se peut qu'il y ait quand même une prise de conscience et avec des changements plus profonds Je pense que comme tout mouvement social, à un moment, ça va se tarir. Je pense pas qu'il va y avoir de réels changements. C'est pas possible que demain matin, on renfloue toutes les cases des hôpitaux et qu'on embauche le nombre d'infirmiers nécessaires ou le nombre d'aides-soignants. Ça va pas être possible. Parfois, on se demande si on va pas plutôt vers une privatisation des soins. Est-ce que le système public est pas en chute libre et qu'on est de plus en plus en train de vouloir privatiser la prise en charge des malades ? Parce que du coup, avec une prise en charge privée, ça va être une toute autre comptabilité et je pense que ça va être autre chose. Mais du coup, donc, par exemple, de ce que j'ai compris un peu, une
une des sources du mal-être, c'était qu'avec la loi des 35 heures, en 2002, il y avait un accord où il y avait des jours de RTT en plus, plus d'une dizaine, mais à effectif complètement constant, ce qui veut dire qu'il fallait faire la même quantité de travail, mais juste en beaucoup moins de temps, quoi. Et ça, on est finalement resté là-dessus, on a même fait qu'amplifier ce mouvement-là et rajouter des contraintes. Est-ce que justement le fait, si ça se relibère de l'administration, il pourrait envisager d'y avoir plus d'effectifs qui soient embauchés pour juste que ça fonctionne mieux? Je sais pas. Il y aura toujours des gens qui vont être embauchés, ça c'est sûr. Après, l'histoire de 35 heures, de toute façon 35 heures on le fait jamais à l'hôpital, on fait toujours plus. Ouais. On note pas nos heures supplémentaires, ça c'est... Évidemment. Voilà. Quand on arrive à poser nos 2 repos en plus par mois, on est content. Parfois, comme il s'est passé l'année dernière, on n'a pas pu pendant plusieurs mois parce qu'il manquait des effectifs. Donc oui, il va y avoir du monde. Le problème, je pense que les anciens vont partir. Et les petits jeunes qui vont arriver, ça va être leur premier poste. Ils seront déjà un peu... ils seront contents d'avoir leur premier salaire, mais ils seront un peu en train de galérer. Ils auront peut-être pas envie ou ils auront peut-être pas assez de bagages pour se défendre et savoir ce qui leur est dû ou pas. Donc le problème, c'est qu'on va tirer sur la corde des nouveaux et la corde, elle va vite se rompre et ça va être de nouveau le même souci. Ouais. Et justement, dans les choses qui risquent de tirer sur la corde aussi dans un avenir proche, si jamais il y avait le coronavirus qui arrivait jusqu'en France, est-ce que tu penses qu'on a les moyens personnels et est-ce que l'hôpital public et le système de santé français a de quoi répondre à ça? Est-ce qu'il y a eu déjà des consignes du ministère pour vous préparer à une arrivée potentielle du virus ou non? Alors, dans mon service, il n'y a pas eu de consigne particulière, ou en tout cas, pour le moment, on n'est pas encore au courant, parce qu'on est quand même une spécialité chirurgicale avant tout, et non pas médicale, donc on ne reçoit pas en priorité des malades avec ces problèmes précis. En termes d'épidémie ou d'infection, je pense que quand même le système de santé a une certaine expérience sur ce point-là. Après, si vraiment il y aurait une épidémie monstre en France, je pense qu'on aurait le personnel nécessaire. Parce qu'une fois de plus, même si on est sur la corde rouge, on aura toujours du personnel soignant qui va venir. De toute façon, on sera réquisitionné. Il me semble que dans les cadres de plan blanc, tout le personnel est réquisitionné pour venir en aide et pour soigner. Et je pense qu'on ferait également appel peut-être à la réserve sanitaire si vraiment on arrive dans des conditions plus que catastrophique. Ouais. Voilà. Après, en termes de prévention, pour le moment, c'est assez léger, mais c'est justifié. Voilà. Je pense que le gouvernement sera assez réactif face à l'infection de coronavirus. Okay, en tout cas, on l'espère. Au moins, c'est rassurant. oui, je pense que... Mais ouais, justement, si le système est déjà dans le rouge, ça reste quand même un peu inquiétant sur ce sujet. Ouais. Et du coup, j'ai une dernière question un peu que je me posais, c'était il y a une autre contestation qui dure depuis maintenant plusieurs mois, qui a un peu occulté la contestation, et la crise dans les hôpitaux sur les mois de novembre-décembre, c'est la contestation de la réforme des retraites. Et du coup, je me demandais, est-ce que, justement, comme il y a quand même une question du statut, une question des rémunérations, s'il y a des primes en plus qui ne seront pas prises en compte. Enfin, je ne sais pas, est-ce que, du coup, au sein de la fonction hospitalière, il y a eu un mouvement aussi de contestation contre la réforme des retraites ? Alors, il me semble qu'il y a eu des manifestations, il y a eu des mouvements de contestation au niveau hospitalier. On a des syndicats qui sont présents à l'hôpital, mais c'est vrai qu'on sent beaucoup moins le mouvement présent dans le secteur, en tout cas paramédical, que dans les autres secteurs, comme pour les cheminots ou autres. Ouais. Le problème, c'est qu'on est tellement enlisé dans notre situation actuelle de soins que malheureusement, je pense qu'on ne se préoccupe pas du futur. Oui, la situation présente est tellement grave que finalement, il n'y a pas le temps pour s'occuper à savoir que pendant les mouvements nationaux de grève, nous sommes réquisitionnés à l'hôpital et donc nous ne pouvons pas aller gréver. D'accord. Et si on grève et qu'on ne va pas à l'hôpital, ce sont les gendarmes qui viennent nous chercher chez nous. Ouais. Donc voilà, on pense à la retraite de loin, malheureusement. Ouais. Et on pense aux patients tout de suite et aux questions d'hôpital. Exactement.
Ok. Eh bien écoute, Alexandra, merci beaucoup. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour cette émission. Et rendez-vous du coup dans une semaine pour une émission Culture.